Bonjour, bonsoir, amis Gilets jaunes et autres résistants de tout poil. Alors, un nouveau numéro du journal de guerre illustré, donc de ce dimanche 25 septembre 2022. Je précise la date parce que dans ce contexte, c'est quand même pas évident et tout peut basculer du jour au lendemain. Et donc, des informations que je peux donner aujourd'hui peuvent se retrouver invalides demain. Les médias, donc mainstream de la zone OTAN, construisent un récit, mais c'est hallucinant, quoi, totalement à l'opposé, évidemment, de la réalité du terrain. Et donc c'est très difficile, et quelque part, ils font leur job de médias de la zone OTAN, hein, leur job de médias de propagande. Hein, voilà. Nous n'avons plus de médias libres, si ce n'est évidemment des citoyens sur Internet. Et nous avons la chance d'ailleurs d'avoir plusieurs Français médias citoyens sur la zone de front, hein, y compris un combattant français. Tu peux aller rechercher le site de Erwan Castel. Hein, son site s'appelle Donbass, je crois. Enfin, tu tapes sur Google Erwan Castel Donbass et tu vas tomber sur son site internet. Et donc, il a des informations relativement précises. Et il présente aussi ses états d'âme de combattant, comme il est, par exemple, dégoûté parce que les Russes ont fait un échange de prisonniers. Donc, lui, il se bat pour le Donbass. Hein, il se bat côté russe. Hein. Mais donc les autorités russes, là, ont procédé à un échange de prisonniers où ils ont donc libéré des cadres du bataillon Azov. Et cet échange de prisonniers, effectivement, paraît déséquilibré, puisque d'un côté, les Russes libèrent plus de 200 combattants, dont des cadres du bataillon Azov, et également des mercenaires étrangers. Et peut-être donc des agents étrangers, tandis que en contrepartie, les Ukrainiens ont libéré 55 combattants et un homme politique, un oligarque ukrainien, très important, très influent, mais voilà, pour le combattant de terrain, on va dire que c'est quand même un peu dur à avaler comme pilule, hein, parce que tu as des gens qui meurent, ses camarades de combat meurent pour écraser le bataillon Azov, et ensuite les cadres se font libérer. Bon, là, encore une fois, il y a des tractations dont nous ignorons la plupart des tenants et des aboutissants. Hein. Peut-être que cette pièce de cet oligarque ukrainien qui était le plus important d'Ukraine, le plus puissant, et qui est pro-russe. Donc peut-être qu'effectivement, ces réseaux, sa fortune ou l'avenir font que ce type est important. Peut-être que les Russes ont besoin d'un équivalent de Gaulle, on va dire. Si Zelensky, c'est Pétain, celui qui bosse avec les nazis et avec l'OTAN, peut-être que cet oligarque, ça sera celui qu'il faudra mettre à la place de Pétain au moment de la victoire ou de la fin de cette guerre. Appelée opération spéciale par les Russes, mais là encore une fois, les Russes aussi ont évidemment leur propagande, hein, leur discours de guerre. Et alors il y a évidemment tout un débat. Est-ce que les Russes se sont fait piéger en pensant que l'OTAN n'allait pas intervenir, hein, et que donc au bout du compte ils allaient relativement facilement pouvoir libérer ces républiques qui se faisaient opprimer, massacrer par l'État ukrainien? Ou est-ce que, non, les Russes savent très bien qu'ils luttent depuis le début contre l'OTAN, et quelque part, ils ont engagé ce combat en connaissance de cause, en sachant que l'OTAN va petit à petit s'engager, petit à petit faire ce qu'il fait aujourd'hui.
Mais justement, et les Russes, eux, quelque part, ils savent qu'ils ont aujourd'hui une avancée technologique, hein, si ce n'est simplement les fameux missiles hypersoniques, hein, alors que l'OTAN pour le moment n'a que des missiles supersoniques, hein, donc le missile hypersonique va beaucoup plus vite et en plus peut changer de trajectoire, donc c'est un missile inattrapable, hein. Et donc, tout en sachant qu'effectivement, le degré ultime de la guerre moderne, c'est la bombe nucléaire, pour le moment, les Russes ont un avantage stratégique, hein, grâce à cette puissance hypersonique. Et ils savent très bien que l'Occident va bientôt arriver à cette technologie. Ce n'est qu'une question de temps. Les Américains font des tests actuellement de missiles hypersoniques. Il y en a qui fonctionnent, d'autres qui échouent. C'est pas encore au point. Mais en gros, d'ici 1 an, 2 ans, l'OTAN aura des missiles hypersoniques. Par conséquent, les Russes savent très bien qu'ils ont là une fenêtre d'opportunité, hein, du fait de leur supériorité à l'instant T, leur supériorité technologique. Peut-être qu'effectivement, donc ils ne sont pas tombés dans un piège, mais qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Et voilà, et après, pas de quartier. Ils savent très bien que l'OTAN ne fait aucun quartier. Il suffit de voir la Libye, il suffit de voir l'Irak, l'Afghanistan. Et donc les Russes savent très bien, hein, que il y a un moment, il va falloir taper dedans, puisque l'OTAN est dirigée par des fous, des machiavéliques et des satanistes qui veulent absolument qui se nourrissent de la guerre au bout du compte, hein. S'il n'y a pas de guerre, l'OTAN n'a aucune raison d'exister, hein. Et pareil pour l'industrie de l'armement, hein, l'industrie de l'armement sur le modèle capitaliste. Il faut des guerres. Si tu n'as pas de guerre, tu fermes tes usines d'armement. Donc ça va pas, hein, puisqu'il faut d'abord il faut vendre, mais surtout il faut que la vente puisse financer les études technologiques. Donc c'est une sorte de fuite en avant aujourd'hui, hein. Comme on disait au Moyen-Âge, on fabriquait des armes parce qu'il y avait des guerres. Aujourd'hui, on fabrique des guerres parce qu'il y a des armes. Nous sommes dans un monde de fous. Donc concrètement, sur le terrain, alors donc il y a eu cette offensive, cette contre-offensive, encore une fois on l'appelle comme on veut, ukrainienne, qui a échoué au sud, mais qui se poursuit, hein. Encore une fois, tout ce que je dis aujourd'hui peut tout à fait être invalide demain. Je te dis que pour le moment, l'offensive ukrainienne échoue dans le sud, mais il peut y avoir une nouvelle vague, parce qu'il y a plusieurs vagues d'assaut, donc qui se brisent toutes les unes après les autres, comme la mer contre la jetée, hein, de la première ligne de défense russe, hein, dans le sud. Il n'y a eu aucune avancée de la part des Ukrainiens, mais il y a des informations de grande concentration de troupes dans le sud, y compris des troupes de l'OTAN en Pologne et en Roumanie, où il y a une forte présence de l'armée française. Et donc, pourquoi pas, l'OTAN peut tout d'un coup, effectivement, lancer la prochaine étape, qui est la participation directe au combat. Donc, il se peut que demain, il y ait une offensive majeure dans le sud et que ça bouscule la première ligne de défense russe. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Les bilans sont très lourds pour les troupes ukrainiennes, et en hommes et en matériel. Pareil au centre, mais pareil au centre, il y a aussi des concentrations de troupes ukrainiennes, donc ce n'est pas terminé, l'offensive n'est pas terminée, hein, c'est ce qu'il faut bien prendre en compte. Et donc au nord, où donc il y a eu autour de Kharkiv une offensive, on va dire que l'offensive ukrainienne a réussi, mais encore une fois, les Russes étaient au courant et ils ont libéré, enfin ils ont abandonné leur première ligne pour se retrancher sur une deuxième ligne de défense qui est une rivière, donc c'est déjà beaucoup plus... Tu vois, tu as déjà une sorte de frontière naturelle, évidemment,
qui malgré tout est attaqué par les forces ukrainiennes. Ils arrivent à passer, mais ils sont repoussés, puis il y a une nouvelle assaut, etc. Nous sommes actuellement dans cette période de zone grise, de brouillard de guerre. C'est très difficile, d'aussi loin que nous sommes, de comprendre tous les événements à l'instant T. Mais pour le moment, la deuxième ligne russe tient. Si on considère que la troisième ligne, effectivement, c'est la frontière russe, là, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, si tu regardes la carte, Kharkov est à quelques kilomètres de la frontière russe. Et tu vois que l'offensive ukrainienne ne s'approche pas des frontières russes. Elle va en direction des républiques du Donbass, mais ils foutent la paix aux frontières russes. Là, t'as la ligne hyper puissante. T'as la ligne rouge qu'il ne faut pas attaquer, ils le savent très bien. Donc voilà, pour le moment c'est un petit peu l'état des lieux. Bon voilà, moi je suis pas un spécialiste, je vais pas te le faire en détail ville par ville. Il y a des sites qui font ça très bien, dont principalement évidemment, j'ai oublié son prénom, Monsieur Moreau. Je retrouverai, je mettrai le lien en dessous de son site. Et donc voilà. Alors ensuite, effectivement, on nous dit, regardez, les Russes sont en panique puisqu'ils viennent de faire un appel à la réserve, à une partie de la réserve, à 300 000 hommes. C'est la preuve qu'ils sont dans la merde. Alors oui et non. Encore une fois, ça dépend si les Russes ont anticipé le fait que ça allait monter crescendo contre l'OTAN ou pas. Et c'est pareil, les Russes, ils ont ça fait des décennies qu'ils préparent des plans de guerre un peu comme la France aussi, les États-Unis aussi, enfin toutes les grandes nations ont des think tanks, des bureaux où ils travaillent toutes les hypothèses possibles et imaginables, évidemment. Et donc, c'est pas tout d'un coup, il y en a un qui dit, tiens, si on appelait la réserve. Non, ça répond à une méthode, à une doctrine, entre guillemets. Donc, alors c'est pareil, les médias occidentaux se gargarisent en disant, regardez, tous les Russes fuient, ils ne veulent pas, tous les réservistes ne veulent pas venir combattre, donc ils fuient. C'est pareil, je pense que l'état-major russe a totalement anticipé ce genre de phénomène, et qu'en gros, ils savent que si tu fais un appel à 300 000 réservistes, tu en auras tel pourcentage qui ne viendra pas, pour différentes raisons, et et que tu rentreras peut-être que 250 000 réservistes. Mais c'est déjà, si tu veux, anticiper toutes ces problématiques. Il ne faut pas croire que l'état-major russe, ce sont des dindons. Et de fait, alors ils ont aussi, il n'y a pas que les réservistes. Alors déjà, effectivement, ces réservistes, ce ne sont pas des petits jeunes, parce que je viens de voir à la télévision, ils te montrent un petit jeune de même pas 18 ans qui dit, non, moi je viendrai pas, non, mais lui, il n'est pas réserviste. Ce sont les réservistes qui ont déjà combattu. Donc des réservistes qui ont combattu soit en Syrie, soit en Afghanistan, enfin je sais pas, mais ce sont des gens qui ont quand même une expérience, même si ça fait plusieurs années qu'ils sont retournés dans le civil. Ils vont évidemment passer par une période de formation, d'encadrement, et a priori, en général, ce genre d'appel, de premier appel à réservistes, c'est fait pour remplacer des régiments professionnels qui sont disséminés dans la Russie, et donc, mais à des postes, par exemple, frontières. Et donc, si tu veux, ils vont prendre leur place, ça va libérer ces professionnels qui vont pouvoir aller au front. Ou alors les réservistes, s'ils vont au front, c'est pour assumer des missions de police, pour libérer les forces professionnelles de l'armée russe, pour permettre aux spécialistes de monter au combat. Donc a priori, effectivement, ça va augmenter non seulement en quantité, mais aussi en qualité, les combattants qui vont se retrouver en première ligne, puisque ça sera les professionnels. Et puis il y a aussi, alors il faut bien le dire, il y a le groupe Wagner qui a eu
l'autorisation, évidemment, hein, ça se passe avec le gouvernement russe, de recruter dans les prisons et de proposer une amnistie. Donc si les prisonniers acceptent de combattre avec le groupe Wagner, de combattre 6 mois, mais en première ligne, hein, le groupe Wagner c'est les premières lignes, hein, ils seront amnistiés et après, bon, à voir, soit ils continuent leur carrière dans l'armée, soit ils pourront quitter l'armée. A priori, c'est ça le deal. Et ils ont fait la proposition à 300 000 prisonniers en Russie et ils auraient 10 000 volontaires. Pas les enfants de cœur. Hein. Donc, en général, des gens qui ont des peines lourdes, peut-être même pour assassinat, etc. Et tu les retrouves en première ligne. C'est un grand classique hein, dans les périodes de guerre. C'est comme ça qu'on a créé en France la Légion étrangère. Hein, tu regardes création de la Légion étrangère. On n'a pas pris les enfants de cœur, on a été dans les prisons d'abord chercher des durs à cuire, hein, évidemment. La Légion étrangère qui a été créée dans le cadre de la conquête de l'Algérie. Parce que, justement, voilà, je vais pas te refaire l'histoire de la conquête de l'Algérie, mais bon voilà, c'est d'ailleurs, ceci dit, ça place quand même un petit peu la France dans une situation, si tu es là aujourd'hui, on fait la morale aux Russes, oui, qu'est-ce que vous faites, vous envahissez un pays. Bon, d'abord, ils n'envahissent pas un pays, ils n'ont jamais prétendu vouloir envahir l'Ukraine. Hein. Territorialement, ils veulent libérer et protéger les républiques du Donbass russophones qui se font massacrer par le gouvernement ukrainien. Donc ça n'a rien à voir, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que la France, son histoire, hein, on s'est toujours affranchi de ce genre de morale. Hein. Et encore une fois, la Libye, l'Irak, l'Afghanistan, enfin voilà, hein, on a fait notre part de crasse, donc bon voilà, tout d'un coup on a une position morale, oh là là, etc. Bon, ça va quand même. Hein. Donc voilà, a priori, alors en plus donc des réservistes, des recrutements chez Wagner. J'ai vu passer l'information que la Russie approchait plus de 700 nouveaux aéronefs, c'est-à-dire avions de guerre, de la zone de combat. Et donc ça c'était il y a maintenant quelques jours, et depuis 3 jours, la Russie affirme qu'elle mène la plus grosse opération de bombardement de cette opération spéciale. Donc ça fait 3 jours que les troupes ukrainiennes sont sous un déluge de feu, artillerie et donc aviation. Hein, Poutine avait dit, attention, les choses sérieuses n'ont pas commencé. Il semble qu'il ait vraiment franchi un cap supplémentaire. Et donc voilà, et donc maintenant il y a effectivement ce duel de menaces nucléaires. Hein. Et là, encore une fois, qui se retrouve en première ligne, c'est le peuple, hein, qui se prend la bombe nucléaire. Alors il y a 2 types de bombes nucléaires. Les bombes dites tactiques, c'est-à-dire qui vont frapper des regroupements militaires, tu vois, des casernes, et ce sont des petites bombes. Et puis après, tu as les bombes dites stratégiques. Là, ce sont des grosses bombes qui détruisent des zones industrielles, des villes, voilà, qui brisent, si tu veux, on va dire, les pays. Nous n'en sommes pas là. Il se peut tout à fait qu'il y ait un cap de franchi en termes de bombes nucléaires tactiques, c'est-à-dire qu'il y ait des petites bombes nucléaires qui participent aux batailles sur le front, tu vois ce que je veux dire. Mais je pense qu'encore une fois, l'OTAN n'ira pas plus loin que la bombe nucléaire tactique, puisque ce sont les Russes qui ont la technologie hypersonique qui peut frapper les premiers. Hein, donc, et bon, ça, les Russes l'ont dit. Nous frapperons si l'intégrité de la Russie est en jeu. Il ne faut pas s'en étonner. C'est ce qu'on appelle la doctrine de la dissuasion nucléaire.
Hein, la France a exactement la même doctrine. Nous utiliserons la bombe nucléaire si l'intégrité de la France est en jeu. Hein, les États-Unis pareil, les Anglais pareil, les Israéliens pareil. Tous ceux qui ont la bombe nucléaire, les Indiens, les Pakistanais, te diront la même chose. Donc ça n'a rien d'extraordinaire que d'entendre les Russes le dire eux-mêmes. Hein, si vous touchez à la Russie, ça c'est le feu d'artifice. À nous d'avoir peut-être des chefs qui tiennent la route. Donc, je voulais revenir sur cette mesure aussi très très importante, évidemment, qu'a pris la Russie, d'accepter le résultat des référendums qui vont bientôt se dérouler donc dans les fameuses républiques du Donbass et dans les territoires, en tout cas, qu'ils ont libérés. C'est très important. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où donc si les référendums sont favorables, mais encore une fois, ce sont des populations russophones. Le même référendum en Crimée avait été, je crois, approuvé par 90% de la population, hein, d'intégrer la Fédération de Russie. Donc là, c'est pareil, tous ces territoires qui ont été libérés ou conquis, hein, tu t'expliques ça comme tu veux, vont intégrer bientôt la Fédération de Russie. Et donc ça change énormément de choses, et c'est peut-être lié justement aussi à l'appel aux réservistes, parce que dans la loi russe, tu ne peux pas sortir tous les moyens russes, voire toute l'armée russe, à l'étranger. Il faut toujours évidemment qu'il y ait un contingent qui reste dans le pays, pour défendre le pays. C'est pas que toute ton armée se retrouve par exemple en Syrie, et tout d'un coup, dans ce cas-là, on peut attaquer la Russie parce qu'il n'y a plus personne. Donc évidemment, encore une fois, il y a une doctrine de défense dans tous ces pays, et donc c'est pareil pour la Russie. Mais à partir du moment où ces fameuses républiques du Donbass vont intégrer la Russie, toute l'armée russe va pouvoir débouler dans le Donbass pour défendre le territoire national de la Russie. Ce changement de statut est très très important. Et puis ça vraiment, là, ça entérine, si tu veux, quelque part, ça forge la victoire russe. De même, la Russie a des accords avec d'autres États, des accords de défense, y compris avec la Chine. Y compris, et donc il y a plusieurs organismes, alors là, c'est un peu complexe, mais il y a au moins l'OTSC, l'organisation de coopération, en tout cas, de défense entre différents pays, dont la Biélorussie, par exemple, qui est au nord de l'Ukraine, et donc, ce qui fait que quand tu attaques un de ces pays, c'est un peu comme pour l'OTAN. Quand tu attaques un pays de l'OTAN, tous les pays de l'OTAN se ramènent pour te défendre. C'est pareil pour l'OTSC et pour d'autres, encore une fois, regroupements. Avec la Russie, si tu attaques la Russie ou la Biélorussie, ils interviennent. Ils ont le droit d'intervenir. Et donc, voilà, si donc tu bombardes une bombe nucléaire tactique sur des militaires dans le Donbass, la Biélorussie aura le droit d'attaquer l'Ukraine. Et tu regardes sur la carte, la Biélorussie, elle est au nord de l'Ukraine, et ça serait quand même une complication. Enfin bon, voilà, ça fait partie des réponses de la Russie aux manœuvres de l'OTAN, pour le moins. Et dire aussi que les médias de l'OTAN t'expliquent que la Chine est en train de lâcher la Russie, puisque la Chine a appelé à un cessez-le-feu. Alors oui, la Chine, diplomatiquement, a appelé à un cessez-le-feu, mais la Chine, en même temps, vient de mettre en alerte son armée, en disant à son armée, préparez-vous à la guerre. Donc ça, ce sont des anticipations, encore une fois, de ces états-majors russes, chinois, qui savent très bien que l'OTAN
est un monstre de guerre et qui veulent pousser le bouchon le plus loin possible. Et donc, c'est encore une fois cette grande gestion par le chaos. Donc il se peut que bientôt l'OTAN déclenche une guerre entre la Chine et Taïwan, principalement, pour encore une fois, occuper les Chinois, affaiblir les Chinois. Hein, parce qu'encore une fois, ces guerres sont intéressantes pour l'OTAN, puisque ça se fait pas sur leur territoire, ni réellement avec leurs hommes, hein, puisque contre la Russie, ils utilisent les Ukrainiens comme de la chair à canon, et contre les Chinois, ils utiliseraient les Taïwanais. Hein. Il suffit par contre juste d'alimenter en armes. Ce qui, alors on peut se dire, oui, mais donc c'est une ruine quand même pour l'Occident, ils alimentent en armes. Oui et non, puisque ce sont les États qui envoient les armes. Donc en fait, l'argent, quand ils te disent on va mettre 5 milliards pour armer l'Ukraine, ces 5 milliards vont dans l'industrie de l'armement américaine. Et ensuite, il y a une partie des 5 milliards, c'est pour la livraison, le transport, le pétrole, etc. Mais c'est leur. Et ensuite, ils ont fait signer donc à Zelensky le fait qu'ils s'endettent. On les aide, ils s'endettent. Donc ensuite, l'Ukraine appartiendra à ceux qui ont prêté l'argent. Et ça sera pareil pour Taïwan. Si on génère une guerre, enfin pas on, hein, c'est pas moi, hein, si l'OTAN génère une guerre contre la Chine, entre Taïwan et la Chine, et que Taïwan se fait ramasser, alors on fournira les armes, hein, les missiles, les machins, tout le tralala, et à la fin de la guerre, d'une manière ou d'une autre, on dira oui, bah il faut payer les armes là, il faut payer, on vous a aidé, bon vous avez échoué, c'est dommage, mais il va falloir payer maintenant. C'est le principe hein, des marchands de guerre. Et ensuite, ils arrivent aussi pour reconstruire. Alors là, ils te réendettent encore en disant, bon, bah, on va vous construire effectivement des hôpitaux, des routes, etc., mais il faut payer. Hein, donc en blé, en tout ce que tu veux. Là, je ne sais pas si tu as suivi cette petite information qui est quand même significative. Sur les 80, alors j'ai pas le chiffre exact, mais je crois que c'est 87 bateaux, paquebots de blé ukrainien qui sont sortis suite à des négociations entre les Turcs, les Russes, les Ukrainiens, etc. Puisque donc ça génère la famine et tout le tralala. Sur ces 87 navires, seulement 3 sont arrivés en Afrique. Tous les autres sont arrivés en Europe, en Occident, à ceux qui sont capables de les payer le plus cher. Donc tu vois que voilà, ça ne nourrit pas les Africains. La famine continue. Et à cause des pays riches, et à cause du modèle capitaliste, hein, c'est normal, c'est celui qui va te le payer le plus cher qui va l'avoir. Et parce que ben voilà, en Europe, en tout cas, ils peuvent nous vendre encore des paquets de nouilles à 1 euro, 2 euros, 3 euros. Donc ils peuvent s'enrichir encore avec le blé ukrainien. Alors qu'en Afrique, qu'est-ce que tu veux qu'ils achètent un paquet de nouilles 2 euros. Et à l'inverse, les Russes, là, ont lancé leur programme. Ils vont offrir 300 000 tonnes d'engrais azotés aux pays pauvres, à l'Afrique, à l'Inde, etc., qui leur permettront d'avoir de plus importantes récoltes chez eux. Il faut savoir que l'engrais azoté, c'est un engrais qui se fabrique avec du gaz, donc c'est un engrais très cher et qui est plutôt réservé aux pays riches et qui se vend plutôt aux pays qui peuvent le payer. Et donc là, ils offrent, les Russes, aux pays pauvres. Et ça, c'est pareil, ça c'est ce qu'on appelle le fameux soft power. Les Africains, ils sauront très bien qui est leur ami et qui est leur ennemi, qui c'est qui leur pique le blé hein, de la bouche, et qui c'est qui leur apporte, et qui est-ce qui leur apporte des engrais azotés pour qu'ils développent leur propre autosuffisance. Hein, il ne faudra pas s'étonner, il ne faudra pas pleurnicher ensuite si les Africains nous dégagent. Hein, d'ailleurs, c'est très intéressant, on va conclure avec ça.
Je te mets cette petite vidéo d'un rebelle tchadien qui chante le chant des Gilets jaunes. Hein, on a fait des petits partout, mon ami. Et la résistance est mondiale. Hein, même si on a l'impression qu'on est coincé là dans notre hexagone, la résistance à l'oligarchie est mondiale. Et que ça plaise ou non à certains, les Africains, le peuple africain, ils ont le même ennemi que nous, ils sont victimes de la même oligarchie que nous, et ils sont nos alliés. Nous sommes les alliés du peuple africain. Même si on est dans la merde parce qu'ils arrivent par vagues d'immigrés qui font tout et n'importe quoi, qui sont à l'arrache chez nous, c'est vrai que c'est ça qu'a mis en place l'oligarchie. Si tu donnes pas de blé aux Africains, où est-ce qu'ils vont aller le chercher le blé? Où est-ce qu'ils vont aller manger les jeunes? Ils se barrent et ils vont immigrer chez nous. Et après, ça met du chaos social dans nos sociétés. Mais il faut dépasser cette réalité-là et bien regarder qui sont les ennemis qui provoquent toutes ces merdes. Nous avons les mêmes ennemis. Écoute la chanson. On est là, même si Macron et ses complices disent ne levez pas, nous on est là. Pour le bien des Tchadiens, pour la liberté, enfin, nous on est là. On est là, on est là, aux révoltes et aux manifs, nous on est là. Résistants et combattants, toujours prêts à batailler, on n'oublie pas, on pardonne pas. On est là, on est là, les Tchad, Hourra, France, Barra, nous on est là. Pour le bien des Tchadiens, pour la liberté, enfin, nous on est là. نحن هنا حتى لو ماكرون والإليزي والسمتي يدوروا ولا ما يدوروا أنينا هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني وأخواتي التشاديات في كل مكان. Et puis, très rapidement, je vais te faire une vidéo urgente sur qu'est-ce qu'on fait avec ces augmentations de gaz et d'électricité. Est-ce qu'on ferme sa gueule ou est-ce qu'on va faire une grève générale? On va y travailler, mon ami. On lâche rien. À très bientôt. Allô? Allô, allô, Jens, quelle nouvelle? Absente depuis 15 jours, au bout du fil.